Bonjour à tous et à chacun, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2019, nous sommes à quelques jours seulement du début du grand dialogue national. Le programme est tombé hier, 8 commissions composées de 50 délégués vont donc pendant ces jours-là discuter, débattre autour des questions devant permettre la résolution de la crise anglophone, mesdames, messieurs. Mais déjà, on se pose des questions essentielles. Est-ce que ce grand dialogue national tel qu'il est embarqué va permettre de résoudre la crise anglophone? La grande question aujourd'hui est de savoir est-ce que ces délégués-là, qui seront 400 au total, vont réussir à faire cesser la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La grande question, elle est posée également par les membres de la société civile au Cameroun qui ont hier fait une déclaration pour dire quelles sont leurs recommandations pour la réussite de ce grand dialogue national. On voit très bien que pour l'instant, tel que tout cela est embarqué, rien n'est sûr, rien n'est certain, puisqu'on constate que ce sera du 29 septembre au 4 octobre et que on va simplement dès dimanche prochain, dimanche 29 septembre 2019, ce dimanche, on va perdre une journée à accueillir les participants et la journée de lundi 1er octobre 2019, on se rend compte que la journée sera également perdue à des discours, des cérémonies d'ouverture et tout ce qu'il y a. Et les travaux vont vraiment commencer, ne vont commencer que le mardi 1er octobre. Donc lundi 30 septembre, ce sera juste pour les cérémonies. Et le mardi 1er octobre, on va commencer les travaux. Il y a beaucoup de pauses café, beaucoup de pauses déjeuner, beaucoup de dîners libres, beaucoup de temps passé à ne rien faire. On se pose bien la question, est-ce que ce dialogue national-là va réussir son pari, celui de résoudre la crise anglophone? En tout cas, on voit également que circulent sur la toile les invitations données aux leaders séparatistes qui sont à l'étranger. On peut citer Ayabacho, Marc Barretta. Est-ce que ces leaders-là seront au Cameroun? Viendront-ils, accepteront-ils l'invitation du gouvernement camerounais pour prendre part à ce dialogue-là? La réponse, on la connaît tous, puisque beaucoup avaient exigé qu'avant la tenue de ce dialogue, qu'il y ait une loi d'amnistie générale qui permette à ces gens-là d'avoir confiance, en ce qui va se faire au Cameroun, à Yaoundé, et de venir donc au Cameroun sans crainte d'être arrêtés par la suite. Donc la question achoppe aussi sur ce point-là. Mais on va saluer la nomination ou la désignation de Georges Ewanet comme le porte-parole de ce grand dialogue national, journaliste émérite de la CRTV qui va également porter la voix de ce grand dialogue national, madame, messieurs. Donc on aura l'occasion d'entrer en profondeur de ces questions-là dans ce programme ce matin. Restez avec nous, ne bougez surtout pas. Alors monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Silence, on dialogue. Oui. Heureux les invités à la table du dialogue. Mangez, buvez, dormez bien, dansez beaucoup. Remplissez-vous les poches parce qu'on sait que le gombo va couler. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le peuple vous a à l'œil. Le peuple vous guette et vous demandera des comptes, tôt ou tard. Voilà, très bien, monsieur Bachou Chalamel, c'est compris. Silence, on dialogue. On va donc attendre que le dialogue se termine. 6 heures de pause, des dîners libres. Ils vont le manger. Et si on vous dit quels sont les budgets de ces pauses café et de ces pauses déjeuner, qui a gagné le marché d'abord de la distribution service traiteur de cela, combien coûte un plat, parce que souvenez-vous ici je rapportais d'ailleurs les propos de quelqu'un qui disait que dans ce pays il y a des pauses déjeuner où le plat coûte 150 000 francs CFA lorsqu'on facture dans le marché qui est octroyé. On espère que ce n'est pas le cas pour ce grand dialogue national et que le plat sera au moins à 1500 francs CFA seulement et que ça ne gaspillera pas l'argent des Camerounais. Voilà.
Alors, également sur le plateau ce matin, vous ne dites rien là, M. Bachou? Non, M. Rifo-Poussi, je vous ai dit silence, on dialogue. En mangeant, en buvant, en dormant et en dansant. Quand on va jusqu'à organiser, M. Rifo-Poussi, vous voulez me faire parler seulement ce matin. Quand on va jusqu'à organiser une soirée de gala, alors qu'on est là pour débattre des problèmes d'un pays. Sérieux, des problèmes sérieux, et qu'on est là pour faire en sorte que... Alors moi, tout à l'heure, je lisais un tout petit peu. Vous savez que le terme grand dialogue national n'est pas une exclusivité camerounaise. Oui, je le Parce sais. qu'ils font actuellement au Mali ce qu'ils ont également appelé un grand dialogue national. C'est mot pour mot, hein, c'est les mêmes mots, grand dialogue national. Et au Mali, là-bas aussi, tout ça est coordonné par le Premier ministre Boubou Cissé, qui assure tout ça là-bas. Et il faut dire que il y a le mouvement de l'Azawad qui a décidé de claquer la porte à ce grand dialogue national là-bas, au Mali. Donc pour dire que le Cameroun et le Mali se rapprochent toujours, hein, pas seulement avec les images de l'extrême nord et ces femmes lâchement assassinées, mais il y a également que on est allé copier là-bas le terme grand dialogue national, là où beaucoup demandaient dialogue inclusif, malheureusement. Alors, Karine Sondia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour encore à tous les acteurs du grand dialogue national. Vous aurez à chaque pause café une suite directe de déjeuner. Bon appétit. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Karine. On va vous retrouver tout à l'heure à 11h08 pour la revue des réseaux sociaux. Ce matin, nous allons vous montrer les images d'une enseignante à l'extrême nord du Cameroun, madame, monsieur, qui touche 15 000 francs CFA le mois. Et elle s'occupe dans son école de toutes les classes de la CIL au CM2. Elle est en même temps directrice de l'école, elle est en même temps institutrice. C'est pas possible ce Cameroun, madame, monsieur. Après, on dira que c'est nous qui sommes les déstabilisateurs. Donc, ce sera dans cette émission ce matin. Également sur le plateau, vous, bon Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi aussi, je reste dans le dialogue à Yaoundé. Pour reprendre ici les propos de mutation ce matin, nos confrères nous apprennent que le chef de l'État a pris acte du rôle joué par les combattants en brousse. Mais il reste que comment les amener sur la table de dialogue. Pas d'amnistie, rien du tout. Il leur a adressé des cartons d'invitation via le Premier ministre qui coordonne ce dialogue. Comment vont-ils arriver? Auront-ils de sécurité? Viendront-ils avec les armes? Comment ça va se faire? C'est ça le problème. Voilà. C'est pour ça que nos confrères ont dit la fleur sur le fusil. Voilà. Bon, essayons de ne pas jouer au rabat-joie. Et on va dire que ce matin, Barista Arbombala sur Radio Equinox nous disait que il a reçu des garanties de ce que le Premier ministre lui a dit, que ceux qui ont été invités, comme les Marc Barretta, les Cho Ayaba et tous ces séparatistes qui sont à l'étranger, les Chris Ano, tous ces gens qui sont recherchés et qui sont ennemis numéro 1 de la République du Cameroun, que la garantie c'est qu'on va s'assurer de leur sécurité et qu'ils ne seront pas arrêtés. Par quel acte officiel ont-ils pris cette décision? Voilà. Ou c'est la causerie dans le club Bouilly? Non, mais Arbombala nous a dit ce matin c'est la causerie du club Bouilly, monsieur. Et que le Premier ministre lui a dit que lorsqu'on invite quelqu'un chez soi en Afrique, pour reprendre ici les termes chers chez vous, on fait tout pour qu'il soit à l'aise lorsqu'il arrive à la maison. Ça peut être aussi, il y a des invitations, comme le roi Charé a invité le roi Bamignan pour lui ôter la tête. Voilà. Voilà. Et en plus, le même Premier ministre, il a fait un descente du terrain en disant aucun sujet n'est tabou. Le ministre de l'administration territoriale a dit non, il y aura des sujets tabous. Et le programme sorti. Donc vous êtes certain que si ces gens-là arrivent au Cameroun, Marc Barretta et tout ça, ils sont arrêtés? Oui. C'est pas un débat. D'accord. Alors, je voudrais juste dire à ceux qui sont au grand dialogue national d'éviter de manger... Les biscuits turcs? Non, de manger. Non, de manger parce que... De manger. Parce qu'ils peuvent se retrouver de dormir, alors qu'on parle des vraies questions. Avec beaucoup de pauses, comme ça, ils vont manger, monsieur. Non, mais c'est une tradition française qui a été imposée chez nous. Oui. Quand vous sortez du débat, la suite des travaux en commission, vous dormez. Oui.
et vous dormez pendant ce temps. Les vraies choses se passent. Absolument. Je vous dis que ça se passe parfois dans les commissions des élections. Vous arrivez là, vous mangez des bons repas. Avec un bon vin. Les bons vins, pendant que les vraies choses décident, vous êtes en train de dormir, vous ronflez. Non, il faut faire attention avec ces pauses café là. L'expérience, c'est un aîné qui nous accorde ce matin, notre expérience à la matière nous fait dire ça. Voilà, nous font dire ça, nos expériences. Alors, merci beaucoup, on va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur. Nous parlerons de ces sujets-là un peu plus tard dans l'émission. Restez avec nous. Voici l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme qui ne sait pas si demain il sera encore en vie. Je m'explique. Patrick, l'histoire nous vient du marché central de Douala. Patrick est un jeune garçon qui a une boutique parmi toutes les boutiques qu'on connaît à cet endroit-là. Et un jour, il était en train de discuter avec les autres vendeurs et on lui a dit, si jamais, au grand jamais, tu as un problème d'argent, demande l'argent à tout le monde, sauf au papa là. Sauf à lui. Il a dit qu'ok, j'ai compris, puisqu'il était nouveau, il venait d'arriver. Donc, malheureusement, il s'est retrouvé dans une situation où son capital était fini et il était au bord de la fermeture. Donc, et il a dû se rabattre vers le fameux papa de l'interdiction. Il se rapproche vers le père. Le père dit à Patrick, oui mon fils, tu as besoin de quoi? Non, pas. Comme tu vois là vraiment, j'ai un problème, ma boutique ça ne va pas, j'ai besoin d'un prêt d'1 million. Le père lui dit, non mais attends, c'est rien, tu peux me demander 1 million, c'est l'argent des arachides quand même. Demande-moi de l'argent, je vais te donner pour pouvoir lancer ton activité. Il a dit, ok, il a pris son courage et il a demandé 10 millions au père. Le père a ouvert son tiroir, il a pris 10 millions, il lui a donné. Patrick a voulu faire des papiers de reconnaissance et autres. Le père lui a dit non, tu es mon fils, va te débrouiller. Il sait que tu vas rembourser. Oui, tu vas rembourser. Moi, on est ici au marché, non? Patrick est allé, il est allé en Chine, il a acheté la marchandise, il est revenu, il a glané suffisamment d'argent pour rembourser les 10 millions du père. Sauf que quand il va vers le père pour lui donner les 10 millions, le père lui dit non, mais est-ce que je t'ai déjà demandé? Attends, vas-y, travaille encore, non? Travaille, pour le moment, j'ai pas besoin d'argent. Un an passe. Patrick se met en colère, il dit au père, mais c'est comment? Tu m'as donné l'argent, maintenant je vais te rembourser, tu ne veux pas prendre. Pourquoi? Le père lui dit non, calme-toi, viens, accompagne-moi, je suis même en train d'aller quelque part, on va parler en chemin. Ils arrivent dans une sorte de bar, un lieu de rassemblement, ils demandent à Patrick de s'asseoir. Patrick prend place et il y a des gens à la réunion. Et maintenant, durant la réunion, le père dit à Patrick que, ok, l'argent que tu vas me rembourser, tu vas venir cotiser ça ici. C'est ici que nous on fait la tontine. Donc, mes 10 millions, tu vas investir ça ici tout le temps. Donc, tu vas investir ça ici jusqu'à ce que ça finisse. D'accord. Ce qui s'est passé, chaque fois qu'ils se rassemblaient, Patrick allait dans cette réunion et rembourser l'argent. Oui, au fur et à mesure. Oui. Lorsqu'il a fini de cotiser les 10 millions et il dit que ok, bon, c'est bon, moi j'ai fini avec. On lui dit que non. Maintenant que tu es à l'intérieur, il va falloir que tu nous donnes quelque chose, que tu nous donnes quelqu'un. Et on lui a demandé sa femme, ou son fils, ou sa mère. Il est buté, parce que de quelque façon que ce soit, il a été tenté, mais il s'est souvenu que sa mère, son fils et sa femme sont blindés. Il s'est rapproché des pasteurs. Il a voulu me tenter. Ouais. On lui a dit, vraiment, tu es trop impliqué dans cette histoire. On ne sait pas comment on va faire pour te sauver. Il allait voir un prêtre, il a tout vu. Il est allé partout. Donc maintenant, il ne sait pas. Est-ce qu'il se suicide ou bien il attend, il laisse la mort venir à lui? La question vous est posée. Ça me rappelle l'histoire. Donc, je veux dire que ce qui est intéressant dans l'histoire de ce matin, c'est qu'il a eu le choix. Absolument. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il a eu le choix et on l'avait prévenu. Absolument. C'est intéressant de signaler. Il a eu le choix et on l'avait prévenu. Maintenant, il y a une autre doctrine qui veut que parfois, ces gens-là soient assez puissants pour vous amener petit à petit. Oui. Parce que je peux vous dire que dans un... Je ne sais pas si c'est bon de dire ça, mais dans les marchés en général, dans les marchés en général, lorsque vous avez votre boutique, vous devez faire attention à vos voisins. Oui. C'est pourquoi des gars appellent des grands mystificateurs qui viennent blinder les boutiques
parce que souvent vous vendez beaucoup, Oui, mais avant. l'argent disparaît la nuit. Donc il y a des gens qui font ça parce que vos voisins commerçants peuvent ne pas être contents que vous soyez en train de prospérer alors que vous n'êtes pas dans leurs choses. C'est ça aussi, c'est ça le monde aujourd'hui. C'est que les gens parfois sont compromis et voient un bonhomme débarquer un matin, il Il y a prospère rien sans... dans son ventre. Il Ouais. prospère sans être compromis. On dit non, mais lui là, il croit Il quoi? sauve. Il pense qu'il va s'en sortir comme ça. Et on fait tout pour vous amadouer. Donc il n'est pas exclu que ces gens-là aient tout fait pour que lui, il se retrouve dans une situation de besoin. Et soit, mais là encore, je dis, il avait le choix parce que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut être prêt à tout recommencer. Ça me rappelle l'histoire d'un bonhomme qui était dans la même situation. On lui a proposé un prêt de 12 millions. Et on lui a dit que tu feras 1 an, mais tu rembourseras 10 millions. C'est-à-dire que tu fais... On te donne tu 2 empruntes. millions. Tu empruntes 12 millions, mais tu rembourses 10, donc 2 millions de moins. Le gars a dit que cette entourloupe-là, c'est très compliqué, il a refusé. Donc, il y a le choix. Donc, bon, Bengan, est-ce que ce jeune homme est sauvable, entre guillemets? Ah oui, c'est sauvable. C'est pas compliqué. Compliqué, il n'a pas vu les bonnes personnes. Il veut se suicider. Il a peur de il veut mourir. se suicider parce qu'il pense que Dieu est à l'église. Dieu n'est pas à l'église. Dieu est dans la tradition. Il vient, on le sauve. C'est un petit C'est problème. possible, ça? C'est un petit problème. Non, bon. Vous C'est- n'avez pas Non, dit. faux. Les gens meurent tous les jours. hein. Oui, C'est un cette petit problème. histoire-là. Et c'est un petit problème pour la simple raison que il a eu la bonne volonté de rembourser. C'est-à-dire le piège qu'on lui a tendu, le fait d'être assis sur un siège parce qu'il y a des éléments qu'on te retire quand tu vas, tu as respiré, il est allé 2, 3 fois, peut-être même 10 fois parce que c'était 10 millions, 10 millions, peut-être Oui. 1 million par mois. On te prend sur le plan éthérique, on te suce. C'est un truc, mais non, il est sauvable. Non, mais sauf Ça- que ça cet ne- argent-là, cette prospérité-là a forcément été nourrie par ces gens-là. S'il m'avait vu lorsque le type a refusé de prendre des trucs, je lui aurais dit bouffe les 10 millions, il ne te fera rien. Puisque tu as eu l'idée de venir lui rembourser les 10 millions, il a refusé, j'ai dit bouffe ça, il ne te fera rien. S'il essaye, c'est lui qui part. Donc, oui, Bon, absolument. vous êtes très à l'aise avec une thématique comme ça. hein. Non, mais justement, Voilà. si ce n'est pas, ce ne sont pas les prêtres ni les pasteurs. Mais au final, quelle est la morale de l'histoire? La morale, vous l'avez dit, et Oui. voilà les 2 grandes idées que vous avez développées l'entame, c'est que il a été prévenu. Ça veut dire qu'il y a une socialisation au sein du quartier et du marché. C'est ce que nous recommandons à nos filles, à nos fils qui sont autour. Ils viennent, on t'intègre parce qu'en réalité, l'Afrique, c'est le communautarisme. Quand vous arrivez à un endroit et vos frères et vos sœurs vous accueillent, ils vous donnent des prescriptions, ils vous donnent la ligne de conduite, ce que vous pouvez appeler le règlement intérieur, y compris les méandres dans votre environnement. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que comment quelqu'un pouvait quitter Kayeli dans des années 1700 et se retrouver à Kiossi, il ne parle pas la langue et vice-versa. Ça veut dire que nous aimons ça. Oui. Et quand on t'adopte, on te donne tout le canevas. Autre chose, vous avez dit, tu as été prévenu, mais comme il est d'un garçon, bon, on appelle, donc il est têtu, ou bien c'est des gars qui sont suffisants, autant te dit, mais de toutes les manières, on va faire quoi? Voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, quand on vous accepte, pourquoi n'est-il pas à répartir chez ses frères qui l'ont accepté en leur disant, oui, mon Finalement, commerce connaît un diplôme dans l'aile, est-ce que vous pouvez, voilà, pour voir? Et tu m'as dit, mais bon, comme j'ai trouvé un vieux là, comment je vais, voilà. Malheureusement. Il est allé, donc, Oui. mais non, il est sauvable, c'est pas un problème. D'accord. Pas Donc un il suffit qu'il problème. vienne vous voir. Oui. Voilà. Je vous dis, ce genre de situation, si vous réussissez pour qu'il ne vous tue pas avant, et vous avez rassemblé cette pactole pour lui remettre, il ne veut pas prendre, on vous dit, moi je te dis, bouffe ça. S'il a la force, il Mais prend. bon, ce qui est intéressant à signaler, c'est que vous dites qu'il est de bonne foi, mais il me semble qu'il ait été tenté de vendre ces gens-là et qu'il s'est rendu compte, il s'est rappelé, il s'est souvenu que sont blindés. que Non, qu'ils sont blindés. ça se passe comment? C'est que
quand il a compris, comme vous avez dit tout à l'heure, il s'est rendu compte que mais là où le papa m'a amené, sûrement que c'est une antichambre des choses compliquées. Donc, il est allé voir des voyants, on lui a dit oui, en fait, on voudrait que, voilà, mais là où tu es, ton entourage est blindé, c'est toi qui restes. C'est là où il a pris peur. Bon, et on peut imaginer qu'il était prêt à vendre même sa femme, sa maman, ou même ses enfants. Oui. Ça veut dire qu'en fait, c'est des gens qui ont de gros cœurs. Oui, absolument. Et ça aussi, je rencontre ça souvent. Oui. On rencontre quelqu'un qui dit, mais de toutes les manières, je peux même faire ça, j'ai 6 enfants, je vais vendre 2. Les 4 autres vont bien vivre. Je lui ai dit, mais si vous commencez à vendre un, vous allez vendre eux tous. Vous ne savez pas ce qui est derrière le voile. Voilà. Donc, tout à fait. D'accord. Donc, ce garçon peut être parmi ce type-là. Il dit, bon, j'ai 3 enfants, j'ai ma maman, elle est même déjà vieille, je peux commencer par ma mère, ensuite c'est mon épouse. Voilà. Et il s'est trouvé que ce n'est pas vrai. Malheureusement. Et c'est malheureux parce que tout récemment, ici, je racontais l'histoire d'un jeune homme qui m'a rencontré et qui me demande dans quoi je suis, dans quel secte je suis, parce qu'il aimerait aussi briller à la télévision. Je lui dis que, mon Dieu, donc il y a dans ce pays des gens qui estiment que pour atteindre un certain niveau d'ascension sociale, il faut forcément se compromettre. Et là, c'est un discours, c'est une façon de penser qu'il faut casser, qu'il faut détruire dans l'esprit des jeunes Camerounais et leur inculquer la valeur travail. Alors, Charles Hamel, que dites-vous ce matin? Alors, je dis, monsieur Eric Fopoussi, que il ne faudrait pas que Mbombo aille risquer sa vie dans une affaire qui est déjà foutue. Il n'y a pas de risque. Pourquoi je le dis? Monsieur Eric Fopoussi, Peut-être qu'il ne la raconte pas. méfiez-vous des gens trop ambitieux. Gros cœur. Non, dans le langage occidentalisé, vous parlez de gros cœur. Je dis, méfiez-vous des gens trop ambitieux. Son objectif, c'était 1 million. Il n'avait besoin que d'1 million. Parce qu'on lui met, pose-nous les vrais problèmes. Tu viens pas fatiguer les oreilles avec. Il dit, bon, 10 millions alors. Pouvoir. Non, ce n'était pas pouvoir. Il n'a pas convaincu lui-même. Non, monsieur Eric, il est convaincu. Non. Il fait ce que les chrétiens disaient. Il tente. Il veut éprouver. Mais Dieu. Et on tire le tiroir. On compte 10 millions. Il dit que, au lieu de dire, non, papa, je blaguais. Vraiment, ce n'est que 1 million que je veux. Il prend les 10 millions. Là, il faut voir, pousser la réflexion plus loin, monsieur, il faut pousser. S'il s'arrêtait là et prouver que non, le père, je blaguais seulement le père, vraiment, je n'ai besoin que d'1 million qui va me sauver. Mais il a pris les 10 millions. Jusqu'à aller en Chine, monsieur, il faut pousser. Voilà un gars qui voulait devenir Crésus. Il voulait devenir Crésus. Il voulait devenir Crésus en un temps record. Voilà. Et c'est là où beaucoup de jeunes tombent, monsieur, il faut pousser. Ça, je vous dis aujourd'hui, vous voyez les jeunes qui parlent, ils imitent le chien en route. Des gars qui parlent, ils posent des actes pervers. C'est des gars qui rêvent trop, qui ont des ambitions, qui se déshabillent. Oui. Je vais vous dire, il y a des cérémonies lorsqu'on arrive, on vous sert le vin. Parce que les Camerounais sont aujourd'hui très... ils courent, friands des vins, des grands noms, géographiquement... appellation géographiquement contrôlée, appellation ceci tombe. Il y a beaucoup de vins qui contiennent le sang humain. Tout à fait. Beaucoup de vins, les gens vont dans les fêtes, là tu vois quoi, non, je suis dans ça. C'est le vin, c'est le sang humain. Il y a du sang humain à l'intérieur. Non, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Non, monsieur, il faut pousser. Je vous le dis. Je ne coupe pas. Il n'y a pas que la semaine dernière, j'ai rencontré 2 filles qui sont dans une église. On leur fait boire le foléré qui en réalité c'est du sang humain. Alors, je vous dis que c'est dans des choses compliquées aujourd'hui. Des oiseaux. Comment reconnaître que c'est du vin avec le sang humain? Les oiseaux, monsieur, les moutons marchent dans le même enclos. Soyez moutons de votre enclos. Connaissez votre niveau. Vous avez des gens, ils se retrouvent, ils boivent un type de vin. Il y a des types de vins qui n'appartiennent qu'à un cercle bien précis, ésotérique bien précis. C'est reconnu. Lorsque vous vous retrouvez en train de boire un certain type de vin, un certain type de champagne, on sait qui vous êtes, on sait où vous dormez. Ah oui, monsieur, il faut pousser. Vous arrivez dans une réunion, il n'y a aucune réunion où vous finissez sans manger et boire. Il a mangé, il a bu, monsieur, il faut pousser.
Il a mangé et il a bu. Troisième chose, voilà un gars qui est arrivé, il n'a pas remboursé là de ce père-là. Je suis désolé. Il n'a pas remboursé. Parce que vous croyez qu'il a remboursé. Le père lui a dit, je suis en train d'aller à la réunion, accompagne-moi à la réunion. Pour arriver à la réunion, lors de l'initiation, il y a trois choses. Il y a le parrain, il y a l'initiateur et il y a l'initié. C'est trois personnes. Le parrain va informer l'initiateur que je vous amène une personne. L'initié ne sait pas là où on l'amène. Il lui dit, viens, on part. Il arrive dans la salle, on lui dit, assieds-toi là. Tu t'assieds. En t'assiedant, tu ne connais pas là où tu es assise. C'est la chaise de ton père. C'est là où c'est le sacrifié. C'est où tu ne sais pas, tu t'assieds. Alors que toi, ton objectif, c'est de lui rembourser son argent. Lorsque vous arrivez à la tontine, monsieur, il faut pousser. Les vraies tontines, on vous dit, attendez, il y a une rubrique où on va vous introduire, vous allez venir passer votre message. Mais le père d'entrée de jeu te fait entrer. Donc l'assemblée savait que tu arrivais. Maintenant, le père te dit, cotise-moi. Tu te retrouves à cotiser. En principe, si tu ne cotisais que le nom de ce monsieur, à la fin, tu serais pas. Mais on te dit que tu es un membre. Par quoi est-ce que tu as matérialisé ton adhésion? Le sang, le oui. Donc, voyez jusqu'où monsieur Lifoboussi. C'est des cercles extrêmement complexes. Ce gars a donné son âme, il a donné sa vie, ce monsieur a donné sa vie. Comme tous ces musiciens qu'on entend chanter, qui donnent, observez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la course vers la mort, monsieur Lifoboussi. Les jeunes courent vers la mort, ceux qu'on a baptisés les jésuites, ceux qui m'ont 33 ans. Bon, c'est pas moi, c'est la rue qui les a baptisés, les jésuites, parce qu'ils se mettent à ras de Jésus. Bon, voilà, c'est pas moi, ça vous regardez sur la toile. Donc, voilà un gars qui est mal parti. Je pense que là, quand il va voir le prêtre, et que le prêtre lui dit que papa, tu t'es suffisamment enfoncé. Le pasteur, tu t'es suffisamment. Je voudrais que Bombok en allant peut-être avec un collège de Bombok. Nous, on veut bien revoir Bombok sur le plateau. Je dis par exemple, si Bombok veut s'engager. Parce qu'on a vu des gens qui parlent comme ça, tu restes. Il y a des assemblées extrêmement fortes, hein, monsieur Lifopoussi. Il vous dit encore que sa mère et ses frères sont blindés. Monsieur Lifopoussi, il a tenté de les tuer. Oui. Il est arrivé à un endroit, on a mis, parce que ça se passe comme ça, on met le miroir. On te donne la flèche. Pique. On te dit dès que l'image passe de la personne que tu veux nous donner, tu piques. Quand il fait comme ça, tac, la flèche se casse. Il dit que toi-même, tu vois. Il sait qu'ils sont blindés. Donc il n'y a pas de choix, monsieur Lifopoussi va donner sa vie. Il avait pris goût. Non. S'il est encore en vie, ça veut dire qu'il y a une confrérie des ancêtres qui ne souhaite pas qu'il parte. Il faut simplement quelqu'un qui puisse le ramener. Il faut qu'il rembourse ce qu'il a consommé. Non. Soit sa boutique. Il n'est plus obligé de rembourser. Précisément parce qu'il peut avoir le gros cœur, comme on dit aujourd'hui. Il peut avoir tenté de donner ses enfants et tout. Puisque ça n'a pas réussi, on peut le sauver. Bon, d'accord. Avec l'aide de ses ancêtres-là, on le sauve. C'est compris. Karine. Mon père dit souvent que si vous voyez quelqu'un qui tient un business et qu'un jour ce business tombe, à l'extérieur de l'enceinte portuaire, extrême sécurité des enceintes portuaires et par-dessus tout des marchandises stockées, et enfin, gombo particulier de certains inspecteurs de douane qui facilitent cet entreposage plus que de coutume. Oui, il se raconte là-bas qu'au niveau du port, il suffit d'être coté. Il suffit d'avoir un mot de passe, la carte de visite de la présidence, d'être un recommandé, d'avoir assez de gombo pour maintenir vos affaires, même si vous avez tout payé. Alors pourquoi nous vante-t-on le désengorgement tout le temps? Pourquoi nous vante-t-on la libération des différents conteneurs? On est fatigué. On a besoin d'avoir un port fluide. Savez-vous qu'il y a peu, le taux d'occupation avait atteint le niveau record de 110% pour l'espace dédié à l'import au sein du terminal à conteneurs. Comment comprendre cette baisse de fluidité qui se fait ressentir au niveau des deux principaux terminaux, bois et conteneurs, par lesquels transite plus de la moitié du trafic portuaire? Comment comprendre que le port de Douala se retrouve en train de replonger dans la saturation de 2013 et 2015,
à cause de la cadence de manutention à l'export des principaux produits de rente du Cameroun que sont le café, cacao et le bois. On parle de désengorgement alors que les usagers vivent une sérieuse congestion due entre autres aux problèmes liés à la mise en œuvre de la procédure du tout scanning des conteneurs à l'export, difficultés d'interconnexion entre le système informatique de la douane, les différents couplages des images de scanning, les difficultés dans l'obtention du bon à embarquer douane, du fait notamment du dysfonctionnement de la dématérialisation des procédures, l'instauration de quotas d'entrée des conteneurs à l'export pour réguler les stocks, les insuffisances opérationnelles constatées des équipements bord de certains navires greniers, le mauvais état du chenal du port, l'insuffisance ou alors le dysfonctionnement des équipements de certains opérateurs de l'espace portuaire, le dépassement des capacités structurelles du port qui, selon l'autorité portuaire nationale, a été construite pour traiter 10 millions de tonnes de marchandises par an, contre par exemple 10,6 millions de tonnes effectivement traitées pour le cas de 2013. Savez-vous que malgré les mesures de facilitation, la sortie des marchandises, notamment des conteneurs au port autonome de Douala, est comparable à des moments à un sinueux parcours parsemé d'obstacles. À ces récurrents problèmes s'ajoute le problème de lenteur des procédures, de dédouanement et des formalités administratives sous-jacentes. Un jour, on libère, un jour, on bloque. Aujourd'hui, on a 2209 conteneurs bloqués. Demain, on sera à combien? Bravo à tous ceux qui gèrent les stocks au port autonome de Douala. Voilà, c'est une question importante, madame, monsieur, puisque le port autonome de Douala est la porte d'entrée commerciale du Cameroun, porte d'entrée principale, j'ai envie de dire, même si on peut aujourd'hui être sûr et certain que des pays comme la Centrafrique ou le Tchad, qui sont des pays de l'Interland, ont fort besoin du Cameroun pour faire acheminer leurs différentes marchandises et qui, comme on le voit, restent des clients forts du Cameroun, même si on peut également dans ce registre-là être d'accord que les ports de Cotonou, par exemple, nous font désormais une concurrence forte et qu'on devrait à ce titre-là être vigilant quant à notre capacité à gérer ce flux d'échanges commerciaux entre ces pays-là et le Cameroun en passant par le port autonome de Douala et que toutes les composantes là-bas doivent jouer leur rôle pour que les choses se passent en toute fluidité et que l'on arrête cette congestion de ce port-là de Douala. Alors bon, Bengan, il me souvient que l'une des raisons qui avait prévalu, on va le dire comme ça, le port autonome de Kribi et même la mise en place d'autres ports, c'était la décongestion du port autonome de Douala qui recevait un nombre incalculable de marchandises, de conteneurs. Est-ce qu'on peut penser que cette congestion-là, on va le dire, est due à un gros niveau de trafic ou, à contrario, à un dysfonctionnement qui fait que le trafic n'est pas si fort que ça et qu'à l'intérieur, il y a des pratiques qui bloquent cette fluidité? Oui, c'est parce qu'il y a des pratiques qui bloquent cette fluidité, parce qu'il y a des dysfonctionnements, je préfère utiliser ce mot. Officiellement, vous avez raison, il fallait désengorger le port de Douala pour créer le port de Kribi. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. La réalité, justement, qui apporte ce dysfonctionnement que vous décriez très bien, c'est que c'était une orientation, j'allais dire, ethno-tribaliste. Le chef de l'État n'a rien fait chez lui. Il faudrait que vers son mandat, on crée, même Vélé, on crée le port de Kribi. C'est pour cette raison qu'en créant le port de Kribi, on a oublié de le rattacher, de faire la route. C'était prévu l'autoroute aidée à Kribi, de rattacher le port de Kribi au chemin de fer qui a aidé. Donc c'est un projet qui est arrivé comme ça. Il faut que le chef de l'État fasse quelque chose chez lui. Donc ça n'avait donc, les études n'ont justement rien à voir avec ce qui était déclamé officiellement. Il y a donc ce dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement, il y a aussi, j'allais dire, quelque chose d'entourloupe
en février 1995, oui, je pense, lorsque le gouvernement engage la procédure de sécurisation des recettes douanières. Je pense le ministre Ndioro qui est aux finances à l'époque. Il confie la douane à la Société Générale de Surveillance SGS et on crée des structures du genre guichet unique pour le commerce extérieur. On crée des choses du genre port synthèse. On crée. Mais l'objectif officiel, c'est rendre la douane performante et le port. Et surtout protéger l'espace économique du pays. Sauf que, dans ces magouilles-là, que j'avais tiré un coup de chapeau au, comment vous l'appelez, le colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, il a détecté tous ces magouilles-là en novembre 2017 dernièrement, après avoir fait d'autres. Et là, il en a eu jusqu'ici, en lui disant, mais toutes ces magouilles au port, en réalité, ce n'est pas possible, mais sauf que, comme il n'est pas magistrat, je ne sais pas où l'enquête est terminée aujourd'hui. Or, il avait dit, il y a des possibilités, si on mettait une procédure à peu près acceptable, il pouvait, je veux dire, la gendarmerie et la police pouvaient vérifier, pouvaient encadrer le dédouanement au port. Pourquoi il y a autre chose? C'est ce qu'ils appellent le D15. Donc il y a des marchandises qui sont en transit, qui doivent aller à N'Djamena ou à Bangui et tout. Mais il se trouve que il commence ces conteneurs. Parce que je n'ai pas encore réussi à mouiller toute la chaîne. Et j'ai transformé le port de Douala en magasin. Donc mes conteneurs vont rester là 3 mois, 6 mois, alors que c'était supposé aller à Bangui. Mais comme je savais que en allant arriver à Yassa, je retourne. Quelquefois même ça ne sort pas de la ville parce que j'ai des entrepôts, j'ai quelqu'un que je livre à Kiossi, j'ai un autre que je livre à Yaoundé et un autre je ne sais pas où. À Minganga, bon voilà. Donc, même les marchandises sont supposées traverser, être en transit, se retrouvent de dépôt. Voilà. Et Charles Lambert l'a relevé. Voilà ce qui fait problème. C'est qui cause ce dysfonctionnement. On a beau parler de DIT, Bolloré est monté, est descendu, des choses, mais c'est pas ça. C'est que la politique, l'orientation donnée au moins à partir de février 1995 était que mangeons. Mais de son mangeons, c'est le port qui donne de l'argent. Au risque de bloquer les conteneurs au port. Oui, absolument. Absolument. Malheureusement. Donc celui qui ne veut pas laisse. Oui, absolument. Au risque de bloquer ces nombreux conteneurs-là au port. Et rendez-vous compte que vous parlez même du port de Kribi. C'est un dossier du port de Kribi, c'est traite encore à Douala. Voilà. Donc, non mais le problème, c'est de dire, est-ce que c'est parce que le port de Douala n'a pas la capacité de recueillir le nombre de bateaux qui descendent là, qu'on a créé Kribi pour essayer de décongestionner Douala. Mais quand on vous écoute, on a le sentiment que... pas le sentiment. Kribi n'était pas... C'était même Limbe qui était... On a le sentiment que le port de Douala, en tant que ça, n'est pas si submergé que ça, et qu'il peut normalement accueillir tous les conteneurs, mais sauf qu'il y a des gens qui sont assis là-bas et qui bloquent sciemment parce qu'ils ont des prébendes qu'ils recherchent, et on a le sentiment qu'il y a trop de conteneurs qui arrivent, et voilà. Donc on a le sentiment, et pourtant il n'y a pas autant de conteneurs que ça qui arrivent. Alors Dominique Audrey. Oui, à côté de la vétusté des équipements et autres, moi je vais m'attarder sur l'impact que ça peut avoir sur le citoyen lambda. La plupart des produits qu'on utilise, que nous consommons, sont importés. Oui, c'est ça, importés. Et maintenant, ces produits-là, puisqu'ils sont commandés, lorsqu'on les stocke comme ça, on observe, nous, dans les marchés, la pénurie de certains produits et même l'inflation des prix. C'est à ça qu'aujourd'hui, c'est le coût que subit le citoyen lambda. Il y a quelques années, on a vu un des directeurs d'une société de gestion des pâtes alimentaires qui se plaignait du fait que leur matière première est justement bloquée à cause de cet engorgement-là dans les différents ports,
au port de Douala. On subit donc justement ça. Nous, autres citoyens, on a un véritable impact sur le plan de l'économie parce qu'il y a une perte pour les entreprises et les poches des citoyens en souffrent. Oui, Karine, quelle est votre lecture là-dessus? Mais vous voyez que je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a autorisé la création du nouveau parc à conteneurs de Douala au niveau de Bonabéry. Et vous voyez aussi que cette histoire-là, si ça continue dans cette lancée, c'est-à-dire que si on n'arrive pas toujours à libérer l'espace lorsque les conteneurs restent, on aura toujours ce même problème, même si on continue, on met en activité ce nouveau port à conteneurs. Mais il faut dire que c'est depuis 2015 qu'on parle de l'engorgement du port de Douala et jusqu'aujourd'hui. Nous, on en parlait depuis 1995. Voilà. Robin Kili avait demandé à cette époque-là aux entreprises qui occupaient avec les conteneurs et autres, les magasins avec les conteneurs, de libérer. Et depuis là, les entreprises sont entrées dans une querelle. Non, c'est toi, alors non, c'est machin et tout. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. Et lorsque vous avez même une personne de l'autre côté qui veut même vous faire un cadeau, comme certains enfants font aujourd'hui des cadeaux de voiture à leur papa, lorsque le conteneur arrive au port de Douala, ça peut prendre parfois 3 mois à 4 mois avant que vous ne libériez parce que vous allez dépenser encore le prix de la voiture pour être dédouané. Et là, ça cause d'énormes problèmes. Si votre conteneur arrive ici, monsieur Fopoussi, et que vous n'avez pas 2 ou 3 millions pour aller négocier ici, passer par là, toutes ces procédures-là, pour pouvoir récupérer votre bien, vous n'allez pas pouvoir aller payer et ça va rester là. Peut-être que les pièces vont même parfois rouiller ou se gâter, mais vous n'allez pas entrer en possession de votre bien. D'accord. Vous faites un commentaire, cher Lamé, là-dessus. Alors, disons, monsieur Eric Fopoussi, et n'allons pas très loin, que vous êtes sans ignorer que hier encore, on regardait sur les antennes d'Equinox Télévision, on a vu le président de la commission d'agrément du livre, Jean-Paul Commande, faire une sortie au sujet de la rareté de certains ouvrages. Savez-vous donc, monsieur Eric Fopoussi, que de nombreux navires sont restés stationnés au port de Douala, à la bouée de base, en attente d'accostage pendant près de 3 mois avec des conteneurs remplis de fournitures scolaires? Est-ce que vous le savez, monsieur Eric Fopoussi? Actuellement. Oui, il y a une pénurie de livres. Je vous crois que c'est déjà une pénurie de livres parce que les conteneurs sont bloqués. Et ont le courage de dire bloqués avec les fournitures scolaires, les cahiers, les livres, boîtes académiques et tout et consorts, parce qu'on n'a pas pu libérer de l'espace. Et il y a des gens, la majeure partie, et c'est là l'occasion de dire que voilà aujourd'hui une commission qui est là, qui donne à des éditeurs la possibilité de faire X. Des gars vont commander des livres en Malaisie, passer des commandes, en Inde, en Chine, ça arrive au niveau du port, c'est bloqué, monsieur le Fopoussi. Pendant ce temps, nous avons des gens qui se débrouillent. Il y a l'économie locale qu'on a tué, les imprimeurs. Je prends cet exemple parce qu'on est en pleine période de la rentrée scolaire et vous allez vous rendre compte. Oui, allez-y, monsieur Mathieu. Non, mais, je comprends votre exemple. Oui. On est en pleine période de la rentrée scolaire. Alors, disons tout simplement, monsieur, il faut aussi que des exemples comme cela, après surprise par Dominique tout à l'heure au sujet des marchandises, vous comprenez pourquoi, lorsqu'on finit par libérer un conteneur 6 mois à plus, il faut qu'il entre dans un hangar spécial où on va modifier les dates de péremption parce que le gars ne veut pas perdre. Parce que celui qui a passé la commande ne veut pas perdre. Pourquoi cet engorgement? Pourquoi cet engorgement? Vous allez est-ce que justement le port de Douala est trop petit? Il est prévu pour recevoir 10 millions de tonnes, monsieur le Fopoussi. C'est ce dont il est prévu pour recevoir. Mais on se retrouve à avoir un peu plus. C'était une certaine période. Mais lorsque véritablement on a parlé de Robert Kili, la somme des ministres des Transports, ils ont martelé avec la présidence. On a essayé de libérer. Mais les mauvaises habitudes, comme elles ont la peau dure, elles sont revenues. Est-ce que vous savez qu'il y a des bureaux là au port? Lorsque vous venez sortir, si vous n'avez pas 2 millions, on ne vous reçoit pas. On ne vous reçoit même pas, monsieur le Fopoussi. Il faut avoir l'argent pour monnayer, pour embezzeliser, comme on dit les anglophones, pour embezzler. Il faut embezzeliser la bouche de certaines personnes. Mettre l'argent, si vous n'avez pas, votre marchandise ne sort pas. On vous dit il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, jusqu'à ce que vous trouvez les frais de signature, ce qu'ils appellent les frais du stylo, monsieur le Fopoussi. Alors, vous vous retrouvez dans une situation, vous dites, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous, monsieur le Fopoussi, qu'en mars 2017, 400 conteneurs et autres véhicules de luxe ont été abandonnés par les propriétaires. C'est un monsieur qui dit ok, je vais me lancer dans la location des véhicules. Il charge, il arrive. Lorsque les gars se rendent compte, on a commencé à taxer.
Il a dit, je vous fais cadeau de ça, ça ne me sert à rien. Il est parti. 400 conteneurs. Vous vous rappelez, le 22 juin, pas moins de 33 conteneurs de 22 et 40 pieds, contenants divers grumes ont été vendus encore, M. Eric Fopoussi, aux enchères. Précisons toujours, ça c'est important de le dire, qu'il y a plusieurs sociétés qui ont dû perdre leurs produits à cause de cet engorgement. Est-ce que c'est le port qui rembourse? Est-ce que le port dédommage? Point d'interrogation. Je pense qu'il faudrait qu'on passe au niveau des pénalités fortes, qu'on passe au niveau des sanctions, qu'on passe au niveau des dédommagements pour que les autres puissent porter, comment on va dire, leurs différentes responsabilités dans cette affaire. D'accord. En réalité, ma question reste ouverte. Hein. Est-ce que le port de Douala est trop petit? Faut-il justement, pour tous ces importateurs, passer par Kribi? C'est une grande question. Est-ce que ce serait plus rapide de passer par Kribi? La grande question reste ouverte. Monsieur Rifopoussi, imaginez-vous que vous allez acheter vos produits à, je sais pas moi, à New York, je sais pas, je dis quelque chose de con, des vêtements, la sauvette, que ça arrive à Kribi. Vous êtes basé à Bafoussam. Vous allez à Bafoussam, vous allez à Kribi, vous quittez Bafoussam, vous traversez là, vous allez à Kribi, vous récupérez. En termes de coût, vous ne vous rendez pas compte qu'il faudrait spécifier véritablement cela. C'est la raison pour laquelle on a commencé par là. Il fallait donc trouver les voies de transport pour pouvoir dédouaner et sortir les conteneurs, les marchandises de Kribi pour les ramener dans l'intérieur du pays. Malheureusement, et ça n'a pas été fait. On va dire que le transport ferroviaire au Cameroun est embryonnaire, du moins de Kribi. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, du 10-12 le Zénith. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2019. C'est un vrai plaisir de vous accompagner comme chaque matin entre 10h et 12h sur notre antenne 10-12 le Zénith, deuxième partie dans maintenant, avec quelques messages qu'on va lire avec vous, Karine. Le port de Kribi ne sert à rien. Il aurait dû construire ce port à Limbe. Absolument. C'est Limbe qui était prévu. En Afrique centrale, Limbe est même le meilleur, je dis l'un des meilleurs ports. Douala ne vaut rien devant Limbe. Oui. Je ne sais pas pourquoi on a envoyé ça à Kribi. Même si ça n'a pas tué le port de Limbe. Puisque le projet est en cours. Non, le problème majeur, d'après les enquêtes de la gendarmerie pour le désengorgement, c'est que lorsqu'on doit dédouaner, et on peut dédouaner les marchandises au port de Douala en moins d'une semaine, ou même au trop en 10 jours. En 10 jours. Et on doit, si on enlève quoi, pour répondre clairement à votre question, le port de Douala n'est pas petit. Mais nous avons des commerçants véreux. Nous avons l'administration douanière qui est, j'allais dire, tatillonne, qui n'a pas réussi à se professionnaliser comme le réclamait le ministère des Finances à l'époque, comme je vous disais. Mais est-ce que c'est du fait des directeurs de douane? Je vous dis non. Est-ce que c'est du fait du directeur de port autonome de Douala? J'ai dit non. Ce n'est même pas du fait du directeur du guichet unique et du secrétaire général de Port Synthèse. Voilà. C'est l'administration publique camerounaise qui englobe ça. Puisque lorsqu'un colonel, commandant des légions de gendarmerie d'une région, met la main sur les fraudes qui se passent à la place portuaire, ce n'est pas lui qui décide en dernier ressort. Très bien. C'est pas donc, en réalité, c'est plus haut que nous. D'accord. La douane camerounaise est asphyxieuse car on entre avec beaucoup d'argent et on ne sort avec rien, ni article ni agent. Ça c'est Sinsano qui nous écrit ce matin. Un autre message, ça c'est par rapport à l'histoire du jour. Moi c'est Ernest Oyongo de Yaoundé. Moi je trouve que ce gars est bête. Waouh. Il a eu un gros cœur. Un autre message à l'instant. Vraiment, hein, ils sont tellement nombreux, arrivés au même moment. Ce jeune homme savait où il partait. Donc, vraiment, pas évident de lire. D'accord. Très charcuté. Message charcuté, ce monsieur vous peut dites. être sauvé à une seule condition, celle de donner sa vie au Seigneur. Seigneur Jésus, reconnaître vraiment ses fautes et abandonner. Ce n'est qu'ainsi qu'un véritable pasteur pourra le délivrer. Plusieurs sont passés par là. Alors, moi, j'avoue que, là, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, et je vais rapidement la refermer, pour qu'on en fasse pas un débat, rapidement sur le plateau. Avant qu'on ne lance l'émission de ce matin, j'étais prêt à parier que des cas comme celui de ce matin sont des cas vraiment marginaux. Mais quand on observe le nombre de messages qui arrivent,
Et le nombre de personnes qui demandent d'avoir le numéro de mort au Bengane pour se sauver, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Nous sommes clairement là, dans un Cameroun où il y a beaucoup de gens qui sont compromis, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en contact avec le diable et qui sont pris au piège. Il y a deux leçons à retenir, il y a deux leçons à tirer. Ça veut dire que les Camerounais commencent à se rendre compte que le femme-là, le con, c'est mauvais. Ça veut dire qu'on commence à prendre conscience. Bon, maintenant, je ne sais pas. Maintenant, que tout ça est mauvais et qu'il vaut mieux vivre sa vie simplement. Et voilà. Donc, beaucoup de gens commencent à se rendre compte de cela. C'est intéressant. Ça veut dire que les gros discours de capitalistique et d'argent roi, de l'argent qui fait le bonheur, l'argent qu'on doit avoir à tout prix et à tous les prix, en versant le sang, ça commence à baisser. Non, les gens comprennent qu'ils peuvent vivre sans ça. Non, mais je tire les leçons. C'est une parenthèse. Monsieur Eric Fopoussi, mais quand vous êtes obligé de répondre, allez-y. Lorsque vous allez en Europe, sur 100 milliardaires ou millionnaires en Europe, on peut vous expliquer la fortune d'au moins 80, on peut vous expliquer la fortune d'au moins 60. Mais venant au Cameroun, vraiment, essayons de poser la question. Si on a franchement des milliardaires au Cameroun, on a des millionnaires au Cameroun, interrogeons les richesses. C'est ça qui fait en sorte que la jeunesse, parce qu'elle est perdue sans repère, elle se retrouve à croire que ce sont ces chemins, c'est par ces chemins que les gens sont devenus riches. Quand on vous dit que X a dû vendre les arachides pour pouvoir devenir là où il est, et vous avez un gars qui vend des arachides et qui se débrouille, il ne voit pas comment il fait pour s'en sortir. Lui-même commence à se poser des questions. Donc j'estime qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une traçabilité dans la richesse. Qu'on fabrique des modèles comme le Timbobok ici, que la jeunesse puisse avoir des repères dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la... Chalamel, moi je tirais des leçons de l'histoire de ce matin. J'essayais de comprendre et d'imaginer dans un monde absolument optimiste et positif qu'il y ait des gens qui commencent à penser qu'on peut tourner le dos à toutes ces choses qui nous attirent. Parce qu'il avait pu vendre son fils, il ne jamais se plaindre. Oui, je veux dire que, mais sauf que nous avons là des messages qui arrivent de gens qui ont été eux aussi attirés pour des raisons de convoitise, comme vous avez dit, qui nous écrivent pour demander le numéro de Bobok pour se sortir d'affaires. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on va noter qu'il y a de plus en plus de crimes rituels, il y a de plus en plus de sodomie, il y a de plus en plus de personnes qui sont mortes avec des parties génitales qui sont coupées, tout ça là. Il y a beaucoup de choses comme ça. On s'interroge justement pourquoi la justice camerounaise ne met pas la main sur ces auteurs de crimes rituels. On s'est posé plusieurs fois la question sur ce plateau. Donc aujourd'hui, on a un début de réponse à ça. C'est que parce que les gens sont désormais pris, on va dire au coup, sont au carrefour et sont bloqués, ils demandent le retour aux sources. C'est intéressant de jubiler par rapport à cela. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée, soit dit en passant. Karim. C'est la mauvaise gouvernance et la corruption qui cause cette importance de stockage de conteneurs, et ça impacte sur des produits dénaturation, des produits importés tels que la dénaturation. Et ça, c'est Armand de Yaoundé qui nous écrit ce matin. Alors, on va lire un dernier message, vraiment un dernier. Ça, c'est un autre message. C'est pas évident, hein, Monsieur Fopoussi. C'est charcuté. C'est charcuté. Vraiment. C'est pas évident d'en trouver. De l'accompagner. Non, on va prendre autre chose. Alors, Chalamel, dites-nous pour conclure sur cette thématique ce matin liée à votre colère, parce que c'est intéressant. On va conclure que le port de Douala n'est pas si petit qu'on veut nous faire croire. On aurait agrandi le port de Douala, que l'on retrouverait les mêmes pratiques, les mêmes blocages de conteneurs. C'est bien ça. Alors, monsieur le l'histoire. Il faut dire que l'autorité portuaire nationale a été construite pour traiter 10 millions de tonnes de marchandises par an. 10 millions de tonnes. Alors, avec célérité. Avec célérité, parce que le délai de franchise, c'est de 11 jours, monsieur il faut possible. Un délai de franchise. Si nous avons véritablement des inspecteurs de douane, des agents au niveau du port qui accomplissaient leur devoir sans racketter les clients, je peux vous rassurer, monsieur Eric Fopoussi, que vous allez vous retrouver dans cette situation où, à 11 jours,
on aurait libéré une quantité de produits. On n'allait pas parler d'engorgement. Est-ce que vous savez, pour avoir discuté avec certaines personnes qui font dans l'importation, certaines personnes qui nous sont allées jusqu'à nous dire que lorsqu'on parlait de cette affaire des forts de guerre, toute personne qui importait des produits était taxée. Il fallait donner sa contribution absolument pour que votre dossier soit traité sans en émarger quelque part. Ça veut dire que vous allez, on dit que monsieur, votre dossier doit être traité pour l'effort de guerre, vous devez donner votre participation. Si vous voulez qu'on regarde votre dossier, parce qu'on est en train de traiter cette affaire. Il y a des gens qui sont retrouvés à dépasser pour une marchandise qu'ils enlevaient à 8 millions, on dit vous devez donner 10 millions de francs CFA pour pouvoir enlever. Il fallait donner l'effort de guerre. Oui, je donne l'effort de guerre, mais il faut que j'émarge. Monsieur, ce n'est pas là votre problème. Voilà ce qu'il faut faire. Donc je pense que cette léthargie, il faut qu'on assainisse aussi le même port. la création du guichet unique oui, mais du commerce extérieur. Il faut qu'on procède à l'assainissement complet. Il y a trop de personnes corrompues au niveau de toutes ces instances. Il faut assainir à travers des actions fortes, des actions musclées sur le terrain, qu'on assainisse pour permettre véritablement ce désengorgement. Parce que tant qu'il y aura des personnes corrompues, il y aura les gens, il y aura bien la volonté. On vous dit que les gars ont tout payé, mais sortir le problème. Si vous avez des gens corrompus, dont la tâche se dit, tu me donnes 1 million, je signe. L'autre, tu arrives là, tu me donnes 500 000, je t'aide. L'autre, tu dis que tu me donnes ceci, je t'accompagne. Tant qu'il y aura ça, vous pensez que ça va faciliter? Je dis non. Il faut assainir. Je pense que c'est par là, parce que c'est la porte ouvroir. Les Tchadiens se plaignent, les Centrafricains se plaignent, tous sont en train de se plaindre que là-bas, il y a trop de goulot d'étranglement. Et rappelez-vous qu'à un moment donné, à cause des corridors, les gars ont dit qu'ils ne viendraient même plus au Cameroun, qu'ils iront au Bénin. Il a fallu des tractations énormes pour pouvoir encore les ramener. Donc, disons-nous franchement, l'engorgement n'aide ni le Cameroun, encore moins les clients, mais plutôt les poches de ceux qui sont censés faciliter la délivrance. Qui s'enrichissent, c'est pourquoi vous les voyez une fois sortis de l'ENAM construire aller à Bonamou, ça dit, voir comment ils construisent. Maintenant ils vont à Yassa. Yassa, maintenant c'est dans la zone de Yassa. Ils s'enrichissent à un rythme 10 000 logements. 10 000 logements, ils ont tout un quartier là-bas. Ils ont pris tout un quartier, ils ont refait les maisons. Et voilà, c'est pas n'importe quelle voiture qui rentre là-bas. Ils sont gardés par des personnes insoupçonnables. Donc. Voilà. Donc, voilà, enrichissement sans cause. Et quand on vous dit que tout ça se résume à l'article 66 de notre Constitution qui n'est toujours pas appliqué, du moins on attend le décret d'application depuis belle lurette. On va donc prendre tout de suite, Karine, la revue des réseaux sociaux. Oui, M. Foupoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse au contour du dialogue national, de nouvelles actualités, des commissions sont nées. Et dans cette commission, vous pouvez voir qu'on va parler de beaucoup de choses, bilinguisme, diversité culturelle, système éducatif, système judiciaire, décentralisation et développement local, reconstruction et développement des régions touchées par la crise, retour des réfugiés et des personnes déplacées, désarmement, démobilisation, réinsertion des ex-combattants et enfin rôle de la diaspora dans la crise et contribution au développement du pays. Et ensuite, à la suite de cela, il y a un programme qui a aussi été mis sur pied et c'est certainement ce programme-là, dans ce programme-là que vous voyez beaucoup de pauses café, beaucoup de déjeuners aussi et beaucoup de dîners libres. À la suite de cela, on parle de ces leaders séparatistes qui ont été aussi invités au dialogue. Pourront-ils venir dans ces conditions? D'accord. C'est important parce que l'exercice qui va s'ouvrir ce dimanche, quand on dit s'ouvrir, parce que dimanche, on va accueillir les participants, qui va s'ouvrir lundi prochain, 30 septembre, cet exercice-là, il faut qu'on se le dise tranquillement, est un exercice hautement démocratique et vous savez que quelqu'un avait dit que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. C'est quelqu'un-là s'appelle... Son nom a fumé. C'est Jacques Chirac. Jacques Chirac. On nous annonce à l'instant le décès de Jacques Chirac. C'est sa famille qui l'annonce. Donc, information de dernière seconde. Il est important également de vous le dire. Oui, mais c'est pour vous dire qu'il est aussi important de le signaler. Donc, information de dernière seconde, nous sommes en capacité de vous l'annoncer sur Equinox ce matin. Donc le décès, on nous apprend à l'instant le décès de Jacques Chirac, c'est l'ancien président de la République de France, donc qui avait dit que la démocratie est un luxe pour l'Afrique et dont nous sommes dans un exercice démocratique avec ce grand dialogue national. Donc, vous avez l'information sûrement
ça défile au bas du petit écran. Nous aurons l'occasion de revenir dire un mot sur Jacques Chirac. C'est toute une histoire avec le Cameroun et l'Afrique et tout ce qu'on peut évidemment dire. Jacques Chirac, l'ancien président français qui est décédé, c'est sa famille qui l'annonce. Donc nous sommes en mesure de vous le confirmer tout de suite. Alors Bengan, sur ce grand dialogue national, quels commentaires vous en faites? Non, 2 ou 3 petites choses. La première, c'est dire que le président de la République a donné raison au ministre de l'administration territoriale, Tangandi. Il avait dit, on va parler de tout sauf de la forme de l'État. Il faut donc comprendre aujourd'hui que le ministre Tangandi qui a dit ce qui était vrai. On a voulu l'opposer au Premier ministre. Maintenant, la vérité est là. La deuxième chose, c'est que le Cameroun a besoin de dialogue, tout le monde le sait. On a raté le coche. Je me rappelle encore de ce texte d'intervention de Dr Bébé Yidi aux Nations Unies en 1959, lorsqu'on avait organisé une session spéciale Cameroun de février, du 13 février au 4 mars 1959. Il avait fait ou demandait une constituante, on l'a refusé. Donc en réalité, les Camerounais de quelques regroupements, de quelques sociétés, de quelques villages qu'ils soient, il a besoin, il sait que c'est le dialogue, les choses ne vont pas. Le dialogue, mais on fait toujours, on contourne, on noie le poisson et c'est dangereux. La troisième chose, je termine par là, est que en réalité, ce qui va se passer à Yaoundé, c'est que on ne va pas résoudre le problème anglophone. Je pense qu'il faut dire les choses clairement. Le problème du système éducatif, du système judiciaire aurait pu être résolu, je peux même dire de manière, pas des circulaires, pas des arrêtés. On n'a pas besoin de dialogue pour cela. On n'a pas besoin de dialogue pour cela. Mais pourquoi j'ai dit on ne va pas résoudre le problème anglophone? Nous l'avons dit à l'entame de l'émission. Le chef de l'État reconnaît, et nos confrères de mutation l'ont rappelé ce matin, que nous avons des compatriotes qui ont pris des armes et qui les invitent à la table de dialogue. Et on les envoie les cartons d'invitation sans avoir discuté avec eux, sans avoir pris un certain nombre d'engagements avec eux. Même lorsque vous dites, vous savez bien que nous voulons, puisque moi, je ne suis pas pour la partition du Cameroun. D'abord que la Société des Nations nous a fait des choses terribles. L'Organisation des Nations Unies, que je n'aime pas du tout, nous a fait encore des choses plus graves. Donc, la petite portion qui nous reste, je ne souhaite même pas qu'on y enlève un millimètre carré dessus. Donc, comment les amener donc à comprendre que l'acte qu'ils ont posé est condamnable, mais on leur pardonne. Par rapport à ça qu'on discute, c'est cette équation-là qu'il fallait que le gouvernement n'est pas en train de faire. Donc, parce que pendant toute la semaine, est-ce qu'à la dernière minute, nous sommes jeudi aujourd'hui, les Boebert, les Mabareta et tout ce monde-là pourront venir au dialogue? Non. Or, on avait une formule simple. Si on avait laissé les leaders religieux, Toumi, le président de la Presbyterian Church of Cameroun, les leaders islamiques, comment vous les appelez, des imams et de tous ces chefs qui sont dans, de faire la conférence générale des anglophones. Ça aurait pu non seulement atténuer la situation parce qu'ils auraient exprimé entre eux leurs composants, leurs spécificités, mais on ne peut pas venir les noyer parce que moi aussi, dans le Mbam-Kim, j'ai des problèmes de développement comme à Kumba et tout. Non, c'est pas possible. Alors, Chalamel, qu'est-ce qui vous marque dans ce qui se dit depuis hier et ce qui est annoncé? Alors, la première chose qui me marque, je remonte à la tripartite. Bien avant la tripartite, l'ensemble des prisonniers, il faut le préciser avec tous, étaient libérés, déjà en signe de bonne volonté, ou pour marquer une sorte de volonté d'aller dans la négociation avec la paix. On se retrouve à ceci qu'à quelques heures de ce dialogue, rien n'est encore dit
sur la situation des autres prisonniers. Est-ce qu'on est en train de jouer à une politique? Première question. Deuxième chose, M. Rikopoussi, pourquoi le Premier ministre n'a-t-il pas rendu officielle la liste de toutes les personnes invitées à ce différent dialogue? Pourquoi il faudrait que ce soit quelques jours, à l'heure où les gens sont en train de penser à autre chose, qu'on nous sorte des cartons d'invitation? Est-ce que ces cartons d'invitation viennent-elles véritablement de la primature? Autre point d'interrogation, lorsqu'on sait que permettez-moi, M. Rikopoussi, lorsqu'on sait que Kawala a décidé de ne pas aller parce qu'on l'a invité via les réseaux sociaux, que le MRC a eu 2 rendez-vous en une journée, 11h et 18h. Non, mais là, c'est les consultations. Non, là, mais je parle justement des consultations, on est dans les consultations. Ça n'a rien à voir avec le... Non, M. Rikopoussi, ça reste... Vous allez inviter quelqu'un à venir justement s'asseoir sans connaître ce qu'il a dit, quelles sont ses propositions, M. Rikopoussi? Si on a pris la peine de consulter tout le monde, on devrait les consulter. Donc, tous ceux qui ont défilé là, ils sont nombreux. Ils vont être... La crise concernait qui? C'est une crise qui concerne la crise du secteur anglophone, les régions anglophones. Donc si vous voulez que Marc Barrett soit là, il fallait que l'invitation, dans les mêmes listes qu'on ait mis les noms, qu'ils aient eu le temps de se déplacer, parce qu'à d'autres on a remis des frais, à la dernière minute le présenter. Non, j'estime que là c'est une sorte de mascarade, soit c'est une volonté à les faire venir et puis peut-être se saisir. C'est une impression, elle peut être fausse cette impression. Quand je retrouve dans les sujets, la question du DDR, pourquoi avoir créé le DDR? Pourquoi avoir mis des moyens au DDR? On a vu le premier. Est-ce que c'est le job description du DDR qu'on est en train de chercher? Je vois décentralisation et développement local. Je crois qu'on a un ministère qui porte. Depuis, on nous a même dit que la décentralisation était avancée. On veut encore faire réfléchir les Camerounais sur la question de la décentralisation, alors que les Camerounais veulent aller un peu plus loin, monsieur, il faut possible. On vous pose la question de la reconstruction. Il y a eu le plan. Ça a échoué. Le plan d'assistance a échoué. Les milliards qui avaient été contribués, ça a été géré comment? Attendez, on se retrouve à parler de la reconstruction des zones qui ont été touchées. On soulève la question du retour. Monsieur Rikopoussi, je pense qu'ici, là, c'est du copier-coller. Non, mais tout. Il y a Arbombala qui estimait que les délégués peuvent arriver là-bas, que souvent on vous convie à une... il faisait une transposition. À une réunion, le secrétaire général a esquissé, on va dire, un plan de l'ordre du jour, et vous arrivez donc en pleine séance, vous dites que non, il y a tel point qu'on pourrait ajouter. Il me semble que c'était Néné qui le rappelait qu'à la tripartite, justement, il y avait des points déjà annoncés. Sambaka, voilà, j'aime beaucoup citer Sambaka ces temps-ci, même si beaucoup de personnes me le reprochent, ben, il faut le dire. Et séance tenante, eux, ils ont réussi à ajouter d'autres points à l'ordre du jour. Oui, là c'est vrai, je confirme. La tripartite avait été convoquée pour 2 points seulement. Oui. Projet de code électoral oui. Et code médiatique. Des médias, oui. Mais l'opposition, en y arrivant, a ajouté la forme de l'État oui. Qui a mené directement à revoir la Constitution, la révision de la Constitution, oui. A demandé et obtenu, comme disait Charles Lamel, la libération de certains prisonniers politiques, oui. A demandé et obtenu l'amnistie fiscale, oui. Parce qu'il y avait des entreprises qu'on avait fait le redressement à 2 milliards, tous ces, ils ont demandé, obtenu qu'il y ait de l'amnistie. Ils ont obtenu des choses. Mais oui. Est-ce que l'environnement est le même? Bon, non. Là-bas, l'opposition, si elle n'allait pas, elle avait, je veux dire, le pouvoir était président. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Je sais que Dion Gouté joue également sa carte, parce qu'il aurait été quand même un peu bizarre qu'il, déjà dans l'annonce, commence à mettre des thématiques qui pourraient nuire à sa présidence. Et il a créé ses commissions avec les mots du président. Mais il est conscient qu'une fois les travaux, et de ça. Maintenant, c'est là que le porte-parole va jouer son rôle. C'est-à-dire, est-ce qu'il va rapporter clairement ce que les gens ont dit en commission? Oui, absolument. Parce que les gens vont dire, oui, vous avez fait une commission, par exemple, de décentralisation. Nous pensons que il faut qu'on aille plus loin que ça, aux régions. Qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur les mots. Et c'est où Arbombala est intéressant quand il parle. Il dit qu'en fait, l'essentiel du gouverneur de région. Donc, pour lui, c'est ça voilà. La grande question. Est-ce qu'on va aller au suffrage universel? Est-ce qu'on peut obtenir qu'on modifie la Constitution et que dans les présidents de région, comme tel que c'est prévu maintenant, on dise désormais qu'on va y aller en votant au suffrage universel et en supprimant les postes qui sont absolument, absolument, parce que là, l'État doit se réconcilier avec la nation. Ça veut dire que
les citoyens doivent se reconnaître aux institutions qui encadrent leur développement, leur épanouissement local. Ça, c'est vrai. Mais avec l'allure, me permettez qu'on se méfie de ce qui se passe. Est-ce que ceux qui iront, apparemment, seront 1000 personnes? Oui, 400 personnes. Bon, oui. Effectivement, je pense quand même que le rapporteur, puisque le rapport final est adopté en plénière, si là, on a adopté en commission, sur la commission qui parle de la décentralisation, que non, malgré les bonnes volontés, d'abord les lois, les décrets arrivent là, le décret d'application arrive en 2008, on n'arrive pas, voilà. Nous pensons que le suivi, parce que l'autre chose c'est aussi ça, parce que la tripartite, l'opposition n'a plus suivi, ou alors le comité de suivi mis en place n'a plus fait son travail. Est-ce que John Gouté, cette fois-ci, va, parce qu'il y aura un comité, en fait, on souhaite qu'il y ait un comité de suivi, est-ce qu'il va permettre que le comité de suivi des résolutions qui sortiront puisse imposer, parce que c'est ça aussi, puisse imposer au gouvernement que voilà. On vous dira que non, c'est une rencontre informelle, c'est pas les institutions, la Constitution a prévu si... Alors Dominique Audrey, il y a beaucoup de pauses café, hein, beaucoup de pauses déjeuner, beaucoup de nourriture là-dedans. Vous pensez que ça augure de bonnes choses? C'est comme... Bon, vous dites que c'est normal aussi, hein, que quand on vient à une rencontre, oui, la cérémonie. Comme sur Internet, j'ai vu une banderole avec l'effigie du président où on disait grand dîner à l'occasion du dialogue national. Oui. J'ai l'impression que c'est une tontine, ou bien que c'est la fin d'année et que des petits copains vont se retrouver. On parle un peu... Qu'est-ce qu'on... Oui, apparemment. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On va venir, on va manger. On n'a pas d'hôpitaux. Non, les gens bouffent, ils boivent. On n'a pas de route. Ouais, c'est bon. On tue les bébés au nozo là-bas. Non, on va festoyer et de toutes les façons, ils vont venir là, on va leur dire ce qu'on va leur dire pendant 1 à 2 heures de temps, ils vont partir. Et oui, ils vont même venir manger en plus. Donc, ils vont manger. Comme on les a vu se déchirer pour les taxis là. On va leur donner la nourriture, ils vont manger, ils seront fatigués. C'est pour ça, moi je me demande, le dialogue, ça va durer sensiblement quoi, 1 semaine? Bon, 5 jours. 5 jours. 5 jours. C'est lundi à vendredi. Non, compter de mardi à vendredi, c'est 4 jours. Pas oui, puisque si 2 jours d'installation. 2 jours d'arrivée d'installation. Installation de quoi? On installe quoi? Des personnalités. De quoi? Non, mais quand c'est une cérémonie. Vous ne pouvez pas quitter Kayelevo et Yaoundé, vous ne dormez pas. Mais qui viennent à la veille? Bon, mais qui viennent vendredi? On les lundi. Dimanche et lundi. C'est lundi qu'ils vont arriver au... L'enregistrement commence dimanche. Alors, si les gens arrivent très tôt dimanche, ils peuvent commencer ça demain. Ils enregistrent même samedi, ils enregistrent vendredi. C'est la preuve de ce que ce n'est pas sérieux. C'est la preuve de ce qu'ils prennent les choses à la légère. Dans d'autres pays, on n'a pas besoin de temps de cérémonie. Vous venez, vous vous asseyez, vous parlez. Tout simplement, on les installe par rapport à quoi? C'est pas comme si là où on les installe, là, c'est là où ils vont vivre. Ils vont encore élire les bureaux des commissions. Oui, encore. Ils vont élire les bureaux des commissions. Il y aura un président, il y aura un rapporteur, il y aura tout ça. Vous savez que voyez-vous juste qu'on s'amuse. On pouvait faire ça mercredi. On pouvait commencer à faire ça depuis hier. Si on a pris tout le temps des consultations. Oui, on pouvait là-bas il y avait une liste. Oui, c'est une liste. Au commissaire de commencer leur enregistrement. L'enregistrement, s'il y avait une liste, il n'y a pas une volonté de traçabilité. C'est la raison pour laquelle vous voyez, tout est dans une opacité. Ça veut dire que 50 personnes vont entrer dans une salle chaque jour, en l'espace, ça dit 3 fois par jour. Elles entrent à 8h30. Elles quittent à 9h, elles sortent à 11h, elles partent manger, elles reviennent à 15h, elles finissent à 17h, elles partent encore manger, elles entrent encore à 17h30, elles finissent à 19h30, elles partent dîner avec vin et tout ce que ça comporte, et revenir le lendemain pour parler de quelle question du pays. Monsieur Fopoussi, nous-mêmes nous appartenons à des communautés, et nous voyons comment ça se passe dans ces communautés. Lorsqu'on dit sommet de cette communauté, tout le monde quitte de partout. Il n'y a pas question d'installation arrivée. Les élites. La première personne qui arrive est la personne qui nettoie, arrange les chaises et tout. Pap. Quand vous arrivez là, dès qu'on voit qu'il y a peut-être 50 personnes, on commence la séance. On n'attend pas que les derniers arrivent. Là, il y aura 50 personnes par commission, monsieur Fopoussi. 50 personnes et 8 commissions. Donc, 50 ici dans la salle, 50 dans l'autre salle, 50 dans l'autre salle, 50 dans l'autre salle. Et après,
on vient et il y a encore une journée où on regroupe tout ça, on analyse, on finit d'analyser, on tire. Non, mais c'est pas possible. C'est lourd. Et beaucoup de personnes ont même dit récemment que 5 jours pour le dialogue national, c'est peu. Et je pense que vraiment pour discuter des problèmes du Cameroun, 5 jours pour moi, c'est vraiment peu. Ce n'est pas 5 jours, c'est 6 heures par jour. Les gens travaillent pendant 6 heures par jour. Le temps de travail au Cameroun, c'est 8 heures. Oui, je vous et on a des gens qui partent s'asseoir pour discuter pendant 6 heures et mangent 5 heures. Mais je vous ai dit quelque chose ici. Ok. Quand on a fait le plan d'assistance humanitaire, tout ça, je vous ai dit que c'était une copie de ce que l'ONU avait déjà fait. Absolument. Et on a transposé. Okay. Ce grand dialogue national, mot à mot, il n'a même pas une virgule. Copie de ce que le Mali fait. C'est une copie de ce que le Mali fait. Et le Mali a fait ça depuis 2017, ça fait 2 ans et c'est pas fini. Voilà. On dit que le grand dialogue national du Mali a commencé en 2017 et c'est pas encore fini. Absolument. Chez nous, ça a 4 jours. 4 jours, oui. Avec 6 heures de dialogue et 5 heures de nutrition. Oui. Ça veut dire que les résolutions, les pré-résolutions sont préparées. Ouais. C'est-à-dire qu'en commission, lorsque vous allez voir, voilà, les rapporteurs de la commission vont vous dire nous avons reçu de la primature les propositions de résolutions ou de recommandations. Voilà. D'accord ou pas d'accord, d'accord ou pas d'accord, c'est ça. Ok. Ah d'accord. Okay. Alors, on passe à autre chose. Oui. On va parler de Lougoué dans l'extrême nord, une localité qui se situe dans l'extrême nord, une institutrice qui est payée 15 000 francs CFA, passé au reportage du 20h hier sur Equinox Télévision, et assure la direction d'une école primaire. Elle enseigne toutes les classes, c'est-à-dire de la maternelle au CM2, et toutes ces classes sont réunies dans un bâtiment. Vous-même voyez en image dans quelles conditions est-ce que cette enseignante dispense des cours à ses élèves-là. Qu'est-ce qu'ils apprennent au quotidien? Comment est-ce qu'elle fait même pour arriver là-bas? Elle nous explique que la distance entre sa maison et cet établissement est très éloignée et parfois il lui faut prendre un moyen de transport et cet argent de son salaire ne parvient même pas à payer le transport pour quitter de la maison pour le travail tous les jours. Elle se retrouve dans ces conditions-là au quotidien. Un moment où on célèbre bientôt, dans quelques jours, la journée mondiale de l'enseignement. Reprenez le nom de la localité. Lougoué. Lougoué, parce qu'il faut qu'on sache. Alors, bon, Bengal, mais vraiment, hein, c'est sérieux là ce qu'on vient de voir? Oui, ça vient de la fille aînée du renouveau, oui, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est là où c'est la seule région où le chef de l'État est allé faire la campagne. Donc c'est vraiment sérieux. Non, moi j'ai l'impression que c'est encore un canular. Là. Non, on monsieur, nous disait que je vous dise que c'est dans la ville où le chef de l'État est venu lancer sa campagne présidentielle, Marois-Toi. Voilà. Et l'UNESCO valide ce genre d'établissement. Voilà, alors. Toutes les classes dans une seule. D'accord. Dans un bâtiment construit à partir des pailles. C'est un bâtiment. On va lui donner ce nom. Non, c'est pas non, c'est un hangar. C'est un chapalodrome. Ça, c'est quoi ça? Les enfants sont assis sur les parapets. Mais attendez un peu. C'est quoi comme ça? Hein? Monsieur, il faut aussi pendant ce temps, on a dépensé. Attendez un peu. Comment vous appelez ça? Vous appelez ça comment? Chapalodrome. C'est quoi? Toutes les personnes, tout ça, le vin. Hein, le vin. Oui. Comment les enfants peuvent étudier sur les parapets? Où sont les tables? Hein? Et c'est avec ça qu'on demande aux gens, allez défiler avec l'effigie du président. Vous mettez le drapeau et vous mettez la pancarte de l'établissement. C'est quel établissement? Oui. Non mais sur le traitement salarial, 15 000 francs. 15 000 francs. Et elle a 5 kilomètres. 5 kilomètres de l'établissement. Oui. Cette femme, vraiment, je ne sais pas. Tous les remerciements, toutes les bénédictions ne peuvent pas suffire à glorifier, gratifier cette femme. Elle est tellement... Ok. Elle est directrice enseignante. Et enseignante. De toute l'école. De toute l'école. C'est une école. Les enfants sont en brousse, dans un champ. Abandonnés. Ils sont exposés aux reptiles, tel qu'elle le dit. D'accord. C'est extrêmement grave ça, madame, monsieur, et moi, je n'arrive pas à croire que ça existe. Ça existe.
Non, le écoutez, Cameroun. c'est rhétorique, hein, bien sûr que ça existe. C'est rhétorique ce que je fais. Voilà, merci beaucoup Karine pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite, madame, monsieur, basculer au plateau B, où Consti Lamine nous retrouve pour parler de Vombio Oméga 3. Bonjour Consti. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka du côté de Maroua. Bien entendu, cette belle ville du Cameroun qui aura d'ailleurs l'occasion d'accueillir le concept Salaka dans quelques semaines parce que nous irons du côté de Maroua pour essayer d'être en contact direct avec tous les clients du concept Salaka. Et c'est d'ailleurs l'occasion, plus que jamais, je vais permettre aux premières personnes du côté de Maroua qui vont appeler le concept Salaka de recevoir des crédits de communautaire. Mon numéro de téléphone personnel, le 95 06 60 50. Si vous êtes à Maroua, appelez directement Concept qui est du côté de Maroua. Alors à l'instant, chers téléspectateurs, nous allons parler santé, nous allons parler bonne humeur, nous allons parler bien-être, nous allons parler du complément alimentaire qui fait la fierté, il faut le rappeler, de tous les téléspectateurs d'Equinox TV et les auditeurs de la radio Equinox. C'est bel et bien le Vombio Oméga 3. Oui, c'est quoi le Vombio Oméga 3? C'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète. Il permet de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Ah ben oui, c'est l'occasion plus que jamais de consommer régulièrement le Vombio Oméga 3 parce qu'il est un complément alimentaire idéal pour résoudre les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes. Ils sont nombreux aujourd'hui qui le consomment. Ils sont nombreux qui sont satisfaits et ils sont devenus les ambassadeurs de ce complément alimentaire. Ça fait exactement plus de 2 ans que le concept Salaka commercialise le Vombio Oméga 3. Ah ben oui, alors le prix, vous le savez déjà, le prix officiel est de 6 000 francs. Vous le retrouverez dans des pharmacies où nous avons déposé ce complément alimentaire à plus de 7 000, mais le prix officiel est de 6 000. Mais dans le cadre du concept Salaka, vous l'avez à 5 500 francs. Ce prix est valable uniquement pour le concept Salaka. Cette recommandation vous a été Salaka à 5 500 francs. Vous êtes des privilégiés, vous êtes des champions, raison pour laquelle vous avez le Vombio Oméga 3 à 5 500 francs. À côté bien sûr du Vombio Oméga 3, on parle également du Vombio Lotion. C'est ce lait de toilette qui permet d'embellir la peau des diabétiques, de la protéger, de la sécuriser. Vous l'avez à 6 000 francs, votre lait de toilette. Alors ceux qui ont besoin de commander, que ce soit du côté de Maroua, du côté de Garoua, du côté de Ngaoundéré, du côté de Belabo, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, appelez directement le concept Salaka au numéro qui s'affiche à l'instant à l'écran et passez votre commande. Le point de vente, c'est à Douala, c'est en plein cœur d'Aqua, en face le Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et retenez que chaque achat vous donne droit à ces fiches de renseignements qui nous viennent tout droit des laboratoires Celorex. Vous avez d'un côté la fiche sur le Vombio Oméga 3 et de l'autre côté la fiche sur la lotion. Je rappelle que le Méga 3, notamment le Vombio, est fait à base d'huile de poisson. C'est un complément alimentaire idéal pour la santé. C'est une gélule par jour pendant le repas. Et à l'intérieur, vous avez 30 gélules. Merci Consti Lamine, hein. Merci infiniment. Madame, Messieurs, l'information également ce matin sur Equinox, c'est la mort de Jacques Chirac, l'ancien président français qui meurt à 86 ans. Donc l'ancien président français qui est mort, 86 ans, oui. Ah, d'accord. Oui, 86 ans. J'ai dit 86 ans, j'ai dit, ah d'accord. Aussi jeune. Oui, 86 ans. Jeune. Donc Jacques Chirac, il est mort. Donc madame, monsieur, c'était important qu'on en parle. Dans un court instant, nous allons tout de suite prendre la route de l'Université des Montagnes avec Dr Joseph Franchot qui va nous retrouver pour qu'on en parle ce matin, madame, monsieur. Docteur, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Label. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin pour parler de... Bon, c'est Eric Faux, c'est pas Charles Hamel. Je suis tellement habitué à écouter Charles Hamel chaque matin que je me réveille. J'ai tenu à le voir physiquement ce matin. Je suis très heureux de le voir en personne. Alors, Charles Hamel est bien là en personne ce matin. Merci, face à vous. Eric, alors, je vous promets que vous aurez un autographe de lui tout à l'heure. Hein. Vous l'aurez, rassurez-vous. Alors, docteur, bonjour. Donc, nous parlons ce matin de l'Université des Montagnes. Parlez-nous d'abord de la faculté des sciences et de technologie. Effectivement, Monsieur Eric Fokoussi, à côté des
de la faculté des sciences de la faculté des sciences de la santé, il y a la faculté des sciences et technologies qui offre plusieurs filières. Les filières d'ingénierie biomédicale, les filières de réseau, d'informatique, réseau et télécommunications, les filières d'énergie renouvelable, la filière d'énergie renouvelable, la filière de génie mécanique, la filière de génie civil, et une nouvelle filière qui est la non moins intéressante, la filière de mathématiques, informatique, appliquée à l'assurance et à la finance. D'accord. Donc vous nous dites que cette filière est toute intéressante avec des possibilités d'emploi fortes. Oui, effectivement. Expliquez-nous ça. Effectivement, j'en ai avec moi-même un ancien étudiant, Monsieur Banga Sola. Je vais lui passer la parole pour D'accord. Qui nous explique un tout petit peu comment ça se passe. Ok, merci Eric Fopossi pour m'avoir passé la parole. Alors moi je suis de la première promotion en mathématiques et informatique appliquée à la finance. Donc durant notre formation, nous avons, à travers l'Université des Montagnes, eu à notre disposition des professeurs étrangers ayant une expérience étrangère, ce qui nous a donné un fort bagage en mathématiques et en informatique. Donc, au niveau des entreprises, nous sommes capables de faire des modélisations, de faire des prévisions, analyser des données, ce qui nous donne un penchant pour la finance, mais également pour l'assurance. Donc, en ce qui concerne l'analyse de données, les étudiants ressortissants de cette filière peuvent également intégrer plusieurs entreprises. Parce que vous savez, les données, aujourd'hui, c'est la base de toutes les entreprises où on peut faire des prévisions, on peut analyser, on peut faire des simulations, etc. Aujourd'hui, je suis à Alliance Assurance où j'ai passé mon stage de fin d'études et ils m'ont retenu. Oui. Et la demande est tellement forte que ils m'ont demandé un CV dans les mêmes compétences que la nôtre. Donc, j'ai pris mon promotionnaire avec moi. Donc, nous sommes deux. Et au niveau des marchés des assurances, il y a d'autres promotionnaires qui sont également en train d'être recrutés dans le marché des assurances. D'accord. Il s'agit aussi de la banque, parce que nous avons également des camarades déjà dans les banques, etc. Également aussi dans les marchés de la finance. Également, nous parlons ici de Aver Asset, dont nous avons des camarades également de ce côté-là. Donc, en ce qui concerne l'analyse de données, la filière est vraiment ouverte. C'est-à-dire que les étudiants ressortissants de la filière peuvent intégrer n'importe quel type d'entreprise, car on fait de l'analyse de données dans les entreprises. D'accord. Alors, vous dites qu'il y a le placement des anciennes promotions, c'est bien ça? Vous faites dans le placement des anciennes promotions? De placement des anciennes promotions, non. Parce que, vous savez, nous, à l'Université de Montagne, on promeut le savoir. Oui. Le savoir-faire. C'est-à-dire que les étudiants, quand ils arrivent, ils sont évalués et c'est au sorti de cela que les étudiants sont retenus. D'accord. Oui, je voulais ajouter un seul mot, un petit mot. Oui, allez-y, docteur Fancho. Effectivement, nous ne plaçons pas nos étudiants, mais ils trouvent tous et toutes nos institutions ont trouvé du travail, que ce soit Alliance, à Integral Hall, à Activa. La plupart sont dans des grandes boîtes d'assurance. Ils font de l'actuariat, ils font de l'évaluation du risque, ils font de la finance avancée, des calculs mathématiques pour encadrer les risques que prennent les banques et les assurances. Oui. Donc, on sait que l'université des montagnes, hein, c'est beaucoup plus médecine, mais vous faites ce matin ce gros plan, la faculté des sciences et des technologies, avec les différentes filières de la faculté, et cette filière particulièrement intéressante qui est la filière MIAF, MIPA, vous l'avez tout à l'heure donc indiqué, mathématiques, vous l'avez dit, appliquées aux finances, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, quelles sont les conditions de recrutement, d'admission? Effectivement, pour être recruté dans ces filières-là, en général, à l'Université des Montagnes, que ce soit dans les filières de sciences et technologies, il faut un bac C, D ou E, ou alors un DCI orienté vers les mathématiques. Oui. Oui, ou la physique. Mais en particulier en MIAF et en MIFA, c'est-à-dire en mathématiques, informatique, pour la finance et l'actuariat, il faut beaucoup de mathématiques parce que les calculs de probabilité, les calculs de statistiques appliqués
à la finance et à l'assurance. Oui. Donc, le recrutement peut se faire au premier cycle, donc ça c'est au niveau bac, ou alors au second cycle. Ça, c'est avec une licence de mathématiques, ou alors dans une licence avec une bonne dose de probabilité de statistiques. Des fois, on accepte des licences de sciences économiques qui ont une forte dose de statistiques, d'économétrie et de mathématiques. D'accord. Comment on fait pour justement vous contacter? Pour nous contacter, il faut allez-y, oui. Oui, pour nous contacter, il faut simplement venir à l'unité de montagne. Par Charles Hamel, hein? Restez, ne vous laissez pas déconcentrer par Charles Hamel. Pour nous contacter, oui. Je peux donner le numéro de téléphone de notre université, c'est le 6 91 14 85 49. Oui, vous reprenez. Le 6 91 14 49. Le second numéro, c'est le 6 91 14 49 85. D'accord. Très bien. Docteur Joseph Fanchot, c'est bien ça? Oui, c'est ça, monsieur. Bien sûr. Docteur Joseph Fanchot, avec nous ce matin, et bien sûr l'ancien étudiant de cette filière de la faculté des sciences et des technologies de l'Université des Montagnes. Merci d'être venu ce matin nous parler de cette faculté-là, docteur. Merci beaucoup, monsieur Eric Fokoussi. Voilà. Merci à vous. Passez une très belle journée. Merci et infiniment. surtout, on va espérer que de nombreux étudiants aillent à Mbangante pour donc suivre ces formations-là à l'Université des Montagnes qui, comme vous le voyez, ne forment pas que des médecins. Il y a également des mathématiciens qui sont donc, on va le dire, impliqués dans les assurances et les finances. On les retrouve dans les banques et dans les assurances. On l'a bien vu ce matin, madame, messieurs. Restez avec nous. Dans un instant, voici Interpellation. On va regarder l'image et la contribution d'un téléspectateur et ensuite commentaire sur le plateau. À tout de suite. Il faudrait que d'abord nous puissions résoudre la crise sécuritaire qui règne au nord-ouest et au sud-ouest et qu'il y ait un dialogue inclusif au Cameroun et que les Camerounais puissent se parler les uns et les autres. Et ceci nécessite d'abord l'intervention du gouvernement camerounais. Parce que ce gouvernement doit comprendre que ses fils sont fâchés et lancer un dialogue à travers... C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup de choses pour pouvoir amener les Camerounais à pouvoir se concilier, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le gouvernement, à travers, vous pouvez voir la société civile qui appelle au dialogue, vous pouvez voir les instances internationales qui appellent au dialogue des Camerounais. Vous pouvez voir même les partis politiques qui appellent au gouvernement à pouvoir faire un dialogue camerounais. Maintenant, il faudrait que ce dialogue soit une table rase pour permettre que les problèmes sécuritaires qui minent non seulement au nord-ouest, qui minent également aussi à l'est, avec la crise de la Guinée équatoriale et bien d'autres, au nord avec Boko Haram, que toutes ces crises-là soient totalement anéanties. Et pour être anéanties, il faudrait d'abord que la crise du nord-ouest et du sud-ouest puisse être totalement anéantie pour permettre que les autres crises puissent être totalement anéanties. Et je pense que sur cette base sécuritaire et cette guerre interne qui est fratricide et qui divise les Camerounais, puisse permettre aux Camerounais de se regrouper autour d'une table et de pouvoir discuter des problèmes réels des Camerounais. Voilà, bon, Bengan, on est là en Dokoti, hein, les images qu'on a reçues. En Dokoti aussi, on pense le Cameroun. Vous voyez, effectivement, et c'est Oui. pour cette raison que nous souhaitons que le Premier ministre John Gouté écoute son peuple. Écoute, et peut-être pourrait-il accompagner le chef de l'État dans cette mission. Qu'est-ce que la nation attend de l'État? Oui. C'est simple, la question est simple. Vous écoutez la nation à travers ses citoyens et vous dites, oui, nous avons beaucoup de problèmes, il y a les routes, la famine, et tout, mais
parlons d'abord entre nous, donnons-nous les moyens pour se parler entre nous, résolvons la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le reste, sereinement, on pourra revoir tout ça. D'accord. Donc, dans l'ordre des priorités, il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous voyez donc que ce soit en Dokoti, en Vorumbi, ou à Meyomessala, ou à Messamena, à Kidigis, ou n'importe où, les gens vous diront les mêmes choses. Alors, j'aimerais juste souligner que ce n'est pas une exclusivité camerounaise, hein, que le PM, chef du gouvernement, soit plus populaire que le président de la République. On l'a vu dans les tandems en France, où actuellement Emmanuel Macron est moins populaire hein, que le Premier ministre actuel de la France. Et il faut également noter que même à l'époque de Nicolas Sarkozy, vous aviez un François Fillon qui était très populaire que le président de la République. Donc il y a parfois cette dualité au sommet de l'État, ce bicéphalisme-là, faire en sorte que parfois le Premier ministre semble très populaire, donc au détriment du chef de l'État, le chef du gouvernement. Et c'est pour cela que Mitterrand les coupait les têtes régulièrement. Voilà, absolument. Il a coupé beaucoup hein, avec les rocards, entre rocards et les autres. Quand les premiers ministres essayaient d'être, ils se mettaient de côté. Voilà, que ce soit Rocard ou Fabius, ou même quand il était en cohabitation avec Chirac, ou bien même au premier, Balladur. Le tout premier Pierre Mauroy, ça a commencé par lui. Donc. Voilà, tout à fait. Donc on voit très bien que c'est assez compliqué, hein, le Premier ministre. On voit très bien que Jean Gouté aujourd'hui est très populaire. Beaucoup d'ailleurs estiment qu'il a la carrure pour être président de la République. En tout cas, on va... Vraiment, pardon, laissez le type ouais, le pauvre. Non, laisse comment. En plus, ça doit, faut le dire, ça doit y avoir toi subi les mêmes choses. Oui, mais je vous le dis. Mais on a eu peur. On a eu peur. On accompagne le chef de l'État, Charles Lamel. Vous l'accompagnez. Qui ne lui réserve pas le coup. Vous n'allez pas empêcher au Camerounais de voir que grâce au grand dialogue national, le Premier ministre s'est révélé comme étant un homme avec une stature présidentielle. Il est chef traditionnel, même comme l'autre un homme Guy. Lui, il est chef hérité. Il a une stature présidentielle. Alors, on va tout de suite, madame, monsieur, prendre le dernier élément commercial de cette matinée. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell. Gratinure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson, vous aurez toujours une poêle propre. Fouettez, cuire, frire... Alors, Constilamine, le plus exceptionnel et unique de Consti dans les restaurants, dans les hôtels. Alors, j'attire l'attention de ces Nyanga. Regardez comment c'est la même Red Copper. Alors, Red Copper, comme la Nyanga qui est tellement stylée. Alors, vous l'avez normé 16 000. Oui, parce que cette poêle, au début de la... Mais aujourd'hui, on parle encore de la double réduction au magasin 1001 tapis. Vous l'avez à 13 000 francs, la poêle Red Copper au magasin 1001 tapis. Commandez également les gants de cuisine. Au lieu de 5 000, vous les avez à 4 000 francs, les gants de cuisine. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble de la poêle et de la paire de gants, au lieu de 16 500 francs, qui est le prix de promotion, vous l'aurez à 16 000. Je rappelle que la double réduction est valable pour tous les... le plus sénégalais des Camerounais. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette édition de ce jeudi 26 septembre 2019. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Entre-temps, que Dieu bénisse le Cameroun et son illustre PM, Joseph Dion Gouté.